Bonsoir et bienvenue dans les pronos NFL spécial pré-Noël, puisque Noël c'est la semaine prochaine. Mais nous on est déjà en mode Noël, les cadeaux affluent sous forme de pronos qu'on t'offre, nous, tes experts. On t'offre des pronostics sur prononfl.com pour t'aider à faire tes pronostics. Sauf Rémi qui recommande Cleveland dans le Chicago-Minnesota de cette semaine. Oui, il y avait une erreur sur le site, elle a été corrigée. Et donc, il faut choisir Chicago ou Minnesota et pas Cleveland. Rémi qui sait, Rémi c'est un de nos 4 experts qui sont là aujourd'hui. Nous avons donc Rémi, notre expert belge, Scooby, notre expert lyonnais, Yellow, notre expert du 13e, Olivier, notre expert, toulousain, Grenoble, je sais pas où il est maintenant. Bon, du sud, notre sudiste. C'est à côté, hein, Grenoble et Toulouse, c'est voisin. Ouais, moi je suis au Pays Basque, mais sinon tout va bien. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, ça. C'est un peu comme Cleveland et Chicago. Voilà. Quoi. Non mais voilà, Olivier Dubab, voilà, pour ceux qui savent. Donc voilà, les pronos NFL, c'est parti. Et cette semaine, nous causons AFC Sud, n'est-ce pas, Yellow ? Oui, tout à fait. Oui. J'ai eu l'honneur de choisir la division. Donc, j'ai cherché quand même les divisions où il y avait un minimum de suspense désormais, parce que par rapport à celle dont on avait déjà parlé, c'était quand même un petit peu galère. Donc, je me suis dit autant parler des Jaguars et de la FC Sud pour mettre un petit peu de piment dans cette fin de saison régulière. Non, on a une lutte assez excitante quand même qui s'amorce dans la conférence américaine et dans la division Sud. Avec les Titans et les Colts qui s'échangent à tour de rôle la première place de la division, qui sont en très très bonne posture désormais, puisque chacun, si je regarde bien les calculs, est à 9 victoires pour 4 défaites. Donc ça va batailler sec, notamment d'une part pour ce qui ressemble à la 3e place de la conférence, même si les Bills sont plutôt bien ancrés à l'heure où on se parle. Et au moins pour du coup aller se qualifier chacun en wildcard au pire des cas. Donc c'est là-dessus que j'attendais de voir 2 équipes qui sont déjà affrontées cette saison, avec une victoire d'Indianapolis à Tennessee et une victoire de Tennessee sur le terrain des Colts. Et j'avoue, depuis le début de la saison, j'ai un petit peu de mal à me positionner par rapport à ces 2 formations. Il y a une équipe de Tennessee qui, je trouve, a commencé un peu timidement, qui s'est bien repris, notamment avec la petite claque devant Buffalo et qui a eu un petit coup de mou et qui a l'air de revenir également, notamment depuis sa victoire à Indy. Et les Colts qui, globalement, sont quand même assez réguliers depuis le début de la saison, mais qui ont toujours un petit peu quelques soubresauts, notamment en lien avec le niveau de performance de l'attaque et de son quarterback vedette. Donc voilà, c'est vraiment ce duel-là qui, je pense, va être assez excitant à suivre en saison régulière. À titre personnel, je redonnerais quand même une petite longueur d'avance à Tennessee, même si le calendrier va pas être simple. Ils ont encore Green Bay à l'extérieur, notamment de mémoire. Ouais. Donc c'est quand même pas le match le plus sympa à jouer. Mais en tout cas, on voit qu'ils ont quand même pris un certain ascendant en gagnant avec la manière chez les Colts. Et c'est pour ça que je les mettrais peut-être 4e à titre personnel de l'AFC, avec quand même les Colts qualifiés pour les wildcards. Mais en tout cas, un avantage pour l'équipe de Mike Vrabel. Quelqu'un, peut-être, une réaction ? Non, mais tu as bien résumé le truc. Ce qui risque d'arriver, c'est que tout le monde va se retrouver un petit peu à égalité, théoriquement. Enfin, que ça soit Tennessee, les Colts, puis aussi peut-être les Browns et les Ravens, ils risquent de tous se retrouver à 11 victoires à la fin de la saison régulière, là, si on regarde un petit peu les calendriers. Donc ça risque d'être très très serré. Sur la division, théoriquement, Tennessee aura l'avantage sur les Colts du point de vue du tie-break de division. Donc moi je pense effectivement que Tennessee va avoir la division de ce fait. Par contre, ensuite, pour départager tout le reste, ça va être un petit peu à la calculette. Là, ça va être un peu compliqué. Il va falloir prendre les règlements à l'NFL pour savoir dans quel ordre ils vont être. Mais effectivement, Tennessee a un petit avantage parce que ils ont une meilleure fiche dans la division que les Colts. Et sauf surprise, c'est-à-dire sauf si Tennessee arrive à battre les Packers ou si les Colts arrivent à battre les Steelers sur les derniers matchs, là, parce que les autres matchs ont assez peu de chances de mal se passer pour eux, les Titans devraient gagner la division finale. Personne, merci. Tout a été dit. D'en dire plus, les Bills, effectivement, peut-être ils resteront devant.
Mais Par contre, entre les Titans et les Colts, ça va être difficile de les départager. Ils ont tous les deux un match très compliqué. Ils ont un match en commun, à savoir les Texans, et ils ont un match plus facile chacun. Donc ouais, sans trop de surprise, ils se retrouveront tous les deux avec 2 victoires et une défaite. Et donc Tennessee resterait devant. bon, parce qu'il n'y a pas que 2 équipes dans la AFC Sud quand même. Il y a les Texans et les Jaguars. Les Jaguars qui sont en train de peut-être prier que les Jets gagnent un match. Comme ça, ils pourraient avoir le premier choix draft. Et Texans aussi, oui, qui joue un peu mieux, je trouve. Enfin, moi, j'étais pas forcément emballé par le renvoi de Bill O'Brien. Je sais que c'était très compliqué, surtout cette off-saison, le trade de DeAndre Hopkins. Enfin, c'est surtout ses talents de JM qui ont été mis en cause, mais il faut pas oublier qu'en en tant que coach, il a été plusieurs fois champion de la FC Sud. Il a gagné une fois un match de playoff. C'est pas Là, il jouait mieux et Watson est toujours aussi intéressant. Là, j'ai pas tellement compris la purge qu'ils ont pris contre les Bears là, parce que jusque-là, je trouvais qu'ils étaient effectivement en progrès là, les Texans. ça n'aide pas quand ton receveur star maintenant, comme Hopkins est parti, Will Fuller est suspendu 6 matchs pour des histoires de dopage. Je pense que ça a eu un impact assez conséquent. Ouais, c'est vrai que ça joue de mieux en mieux. Et du coup, voilà quoi. C'est vrai que c'est un peu les Texans, on verra ce qu'ils feront l'an prochain. Et pour les Jaguars, c'est encore un peu compliqué. Même si moi, je sais pas trop ce qui va se passer ce week-end avec le retour de Gardner Minshew. Est-ce qu'il y aura peut-être une surprise ou pas? Pourquoi pas? Il joue contre Baltimore, donc ça va quand même être un peu compliqué. Mais Ah, mais Baltimore, comment dirais-je? Je dirais pas, ils sont pas si imbattables que ça, dans le sens où, enfin, c'est pas les Ravens de l'an dernier où ils ont gagné 12 matchs d'affilée. Et je sais pas, est-ce que ça va changer la configuration ou pas? La défense des Ravens n'est pas aussi bonne qu'on le pensait aussi également. On l'a c'est bien vrai. vu contre les Cleveland, c'était un joli shutout. Euh, et voilà quoi. Pour les Jaguars, je sais pas trop ce qui peut se passer. Vraiment gagner, effectivement, ça c'est une autre question parce que ils sont à une victoire des Jets du premier choix. Voilà, non mais ça peut être intéressant sur ce plan-là, je hâte. Enfin, je dis ça aussi pour me rassurer parce que j'ai mis une chute dans ma fantasy, mais bon, ça c'est notre histoire. Merci beaucoup à tous. Scooby, je te laisse la main pour nous parler de Seattle contre Washington. Oui, alors je vais parler du match Seattle contre Washington. Washington qui est leader de la FC Est, on n'y croirait presque pas, avec 6 victoires et 7 défaites contre Seattle qui est deuxième de la NFC Ouest avec 9 victoires et 4 défaites à égalité avec les Rams de Saint-Louis. On a 2 équipes qui sont dans leur philosophie de jeu complètement différentes. On a une excellente offense du côté de Seattle avec Russell Wilson qui fait une de ses meilleures saisons de sa carrière et qui est un candidat pour le MVP. De l'autre côté, on a les Washington avec une attaque très très compliquée, on va dire. Surtout que la blessure d'Antonio Gibson n'aide pas du tout. C'est du coup McKissick qui prend toutes les reps. Et on a en défense, par contre, l'opposé. On a une défense de Seattle qui arrive à créer des turnovers quand même, mais qui est très très compliquée dans la défense, avec un pass rush peu efficace, un run stop qui n'est pas au point. Et de l'autre côté, on a une excellente défense de Washington qui s'impose comme une des meilleures défenses de la NFL, avec Chase Young, notamment le rookie d'Ohio State, qui commence à faire un impact. On a d'autres premiers choix de draft aussi, Montez Sweat. On a aussi Ryan Kerrigan. On a beaucoup de joueurs qui sont encore... non, j'ai un trou de mémoire, j'essaierai de me rappeler, mais Jonathan Allen, je crois, qui font beaucoup dans la ligne défensive et qui font un gros impact sur la défense de Washington. C'est un match aussi intéressant au niveau. On va avoir 2 receveurs stars de la classe de 2019. Avec d'un côté, on a DK Metcalf et de l'autre côté, Terry McLaurin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'autres stats qui sont un peu anecdotiques, mais que je trouve intéressantes dans le sens où, visiblement, Seattle a vraiment un truc avec Ron Rivera ou Washington. Russell Wilson a 85 yards en course en moyenne dans tous les matchs qu'il jouait contre Washington. Et Pete Carroll est à 6-8 dans ses 8 dernières rencontres contre Ron Rivera.
Mais d'un autre côté, Alex Smith aide beaucoup à Washington, dans le sens où ils sont à 4-1 depuis qu'il est là, contre 2-6 quand il ne joue pas. Donc ça aussi, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Et Washington, comme j'ai dit tout à l'heure, a 4 joueurs avec plus de 5 sacs. C'est une des 3 équipes qui ont ça. Et qu'est-ce que je peux rajouter? Voilà. Et donc tout ça pour dire que je vois quand même Seattle gagnant, même si le match se joue à Washington. Ça va être un match. L'upset est tout à fait possible. L'upset est vraiment possible. Les Giants l'ont fait et Washington, ils sont un peu dans la même configuration que les Giants. Maintenant, je pense que Seattle va se reprendre. Ils ont eu, il y a 2 semaines, ce match compliqué. La semaine dernière, ils ont pu construire aussi un jeu à la course avec Chris Carson. Et on a perdu Scooby. Rémi, Kansas City Chiefs contre les Saints. Ah, Ouais, attends, il est revenu. oui, je Scooby, te laisse terminer, vas-y. tu veux Ouais, finir? non, j'allais conclure de toute façon rapidement. Pardon pour ce dérangement. Oui, donc pour moi, Seattle va gagner le match, mais voilà, ça va être un match, contrairement à ce qu'on pourrait penser il y a quelques semaines, beaucoup plus serré. Et la dernière fois, Washington s'est imposé à Seattle, et là, sur le score de 17-14, et là, Seattle va s'imposer à Washington. Merci Scooby. Comme je le disais à l'instant, Kansas City Chiefs, New Orleans Saints, go pour toi Rémi. Ben voilà, ouais, c'est un très beau match sur papier. Il y en a pas mal qui parlent déjà, c'est un petit peu tôt de potentiellement un des futurs Super Bowl. Effectivement, on a les 2 équipes qui sont, enfin, en tout cas, qui se battent pour la tête de ces conférences. D'un côté, on a les Chiefs qui viennent de prendre la tête suite aux défaites des Steelers. Et de l'autre côté, on a les Saints qui viennent de se faire dépasser par les Packers. Donc les Packers sont à égalité avec 10 victoires et 3 défaites. Donc c'est 2 équipes qui vont tout faire pour aller chercher cette première place qui est assez importante cette année. Et donc c'est un match très très intéressant. C'est regrettable qu'on n'ait pas Drew Brees pour ce match. Il est blessé, je pense qu'il est retourné à l'entraînement cette semaine, mais on sait très bien que les Saints ne veulent pas forcer les choses. Et que le plus important, ça reste de se qualifier pour les playoffs, idéalement avec une belle place. Ça se passait pas trop mal avec Tyson Hill. La semaine passée, il y a eu un petit couac face aux Eagles, une défaite surprenante. Je crois qu'on peut aussi mettre ça sur le fait que c'est un nouveau quarterback, c'est un quarterback mobile, c'est une défense qui doit s'adapter. C'est compliqué, donc c'est vrai que le quarterback en a profité, il a fait plus de 100 yards à la course. À la passe, il a fait un match plus que correct. Ils ont fait le trou en première mi-temps, et en deuxième mi-temps, les Saints ont réagi, mais c'était un petit peu tard. Et de l'autre côté, on a le chemin un peu inverse du côté des Chiefs qui, a priori, avaient le match bien en main contre les Dolphins, malgré les 3 interceptions de Mahomes. C'est assez rare que pour être souligné. Mais malgré tout, il se rapproche des 400 yards à la passe, donc c'est toujours un match assez exceptionnel. Mais ils ont quand même un peu joué avec leur bonheur sur la fin, et pour peu que Miami recouvre cet onside kick, le match est toujours ouvert. Donc, c'est des équipes qui dominent, mais sans trop convaincre. Et donc, c'est 2 équipes qui, pour moi, doivent absolument gagner ce week-end. Je donne mon petit avantage aux Chiefs, mais comme ils ont eu l'habitude de le faire cette saison, je ne les vois pas tuer le match et gagner avec un écart colossal. Ils sont habitués aux courts écarts de moins d'un score, donc ça pourrait être ce genre de match. Méfiance par rapport au jeu au sol des Saints qui pourrait faire très mal aux Chiefs, mais la défense à la passe des Chiefs risque de faire souffrir Tyson Hill qui n'est pas non plus le meilleur passeur qui soit, bien que ce soit aussi une menace au sol. Donc voilà, la clé du match du côté des Saints, ce sera sans doute Alvin Kamara offensivement, comme ça l'a toujours été cette saison en fait. Et au niveau défensif, c'est vrai que cette défense des Saints est très solide. Elle a été un peu plus friable au sol la semaine dernière, mais je pense qu'ils peuvent bloquer ce jeu de course des Chiefs qui n'est pas exceptionnel du tout. Après, il faudra voir ce que ça peut donner face à la passe et face à Mahomes, face à Kelsey, face à Hill. C'est vrai que ça reste une armada très compliquée à arrêter. Ils ne sauront pas les stopper de toute façon, ça on le sait. Ils vont essayer de les ralentir, notamment en red zone, parce que c'est vrai qu'en red zone, les Chiefs sont un peu moins efficaces. Ils sont très efficaces sur les longues passes, mais une fois que ça se resserre, ça devient plus compliqué pour eux.
Et justement, c'est un peu le point fort, cette défense des Saints en red zone. Donc peut-être les forcer à pas mal de field goals et tenir le coup offensivement derrière pour rester dans le match. Mais pour moi, ça ne suffira pas. Donc ça va être très serré, ça va être un très beau match. Je sais ce que je ferai ce dimanche soir. Et voilà, donc victoire des Chiefs qui gardent la tête et qui risquent de ne pas la perdre de cette conférence américaine. Du côté des Saints, ça va être compliqué de tenir par rapport aux Packers. Voilà, merci beaucoup Rémi. Est-ce que Olivier va rallumer son micro et sa caméra? C'est un grand mystère. Oh, regardez, il débarque tel les... Tout à fait. Et il va nous parler du match du grand froid Chicago Bears contre Minnesota Vikings. Tout à fait. Alors c'est un match, comment dire, un petit peu surprenant parce que on n'avait pas tellement prévu qu'il y ait moindre intérêt à ce match il y a encore quelques semaines. Mais d'un côté, on a les Vikings qui se sont réveillés, et puis les Bears qui ont fait une petite perf la semaine dernière contre les Texans. Donc les deux équipes se retrouvent avec la même fiche, 6-7. Et dans la NFC, ça peut permettre encore d'avoir quelques tout petits espoirs de passer en playoff. Donc ça rend ce match un petit peu plus intéressant qu'on le pensait. Surtout que en fait, pour les deux équipes, c'est un petit peu la dernière chance. C'est-à-dire que si on regarde les calendriers, leur seule chance de vraiment passer, c'est de gagner les 3 matchs qui leur restent. Donc ça passe forcément par une victoire contre l'autre dans ce match-là, en sachant que derrière il y aura des gros challenges parce que les Vikings auront un déplacement aux Saints et les Bears ont encore un gros match contre les Packers. Donc une qualification en playoff pour une de ces deux équipes serait vraiment miraculeuse. Il faut aussi qu'ils comptent sur des défaites des Cardinals notamment. Disons que si les Cardinals gagnent 1 ou 2 matchs, c'est un peu fini. Mais il y a encore une petite chance parce que les Cardinals sont quand même à rencontrer notamment les 49ers et les Rams, donc des matchs qui ne sont pas forcément évidents. Alors, à quoi on peut s'attendre sur ce match? On va avoir des Vikings qui pour l'instant, enfin cette saison, comptent beaucoup sur Cook, leur running back, qui est avec sans doute avec Travis Henry, le running back qui a les meilleures performances cette année dans la NFL. Il y en est à 14 TD quand même, 1352 yards, donc c'est quand même pas mal du tout. Et de l'autre côté, on a les Bears qui ont une défense qui est plutôt, on va dire, solide, même s'ils ont quand même pas été très impressionnants cette année. Ils avaient fait un bon début de saison, mais derrière ça s'est gâté, sur lequel voilà, ils peuvent espérer, on va dire, compter sur cette défense pour arrêter Cook. Ils encaissent que 93 yards à la course par match, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est peut-être un petit peu là que ça risque de se jouer. S'ils arrivent à l'arrêter, effectivement, ils peuvent peut-être espérer gagner ce match, en sachant qu'ils ont une attaque qui se débrouille, notamment à la passe. Donc voilà, c'est un petit peu la chance que les Bears auront, avec Trubisky qui a été plutôt pas mal contre les Texans la semaine dernière, avec Montgomery qui a fait des performances un petit peu irrégulières, mais qui s'est aussi pas mal démerdé la semaine passée. Donc faut pas s'attendre à un match très spectaculaire. Je sais pas quelle est la météo annoncée sur le Minnesota dimanche, mais ça peut être aussi un facteur. Donc match défensif, match qui devrait être assez serré. J'aurais quand même tendance à jouer les Vikings, qui ont montré quand même pas mal de bonnes choses en cette fin de saison, qui ont gagné d'ailleurs le match aller. Donc je donne une victoire des Vikings, mais sur peut-être 7 ou 3 points, pas beaucoup plus, en sachant que derrière, le plus dur sera à venir, parce que leur saison devrait sûrement se jouer la semaine suivante contre les Saints. Et ça sera beaucoup plus difficile que les Bears. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. On te laisse retourner à ton repas. Et maintenant,
Last but not least, l'homme avec les slips qui siègent derrière lui. Il s'agit de Yellow. Ouais, bah écoute, je vais parler de Miami-New England, duel d'AFC Est assez intéressant, puisqu'en l'occurrence, on a les Dolphins qui sont mieux placés que les Pats depuis maintenant un petit moment, depuis quelques semaines maintenant. En bien meilleure position, je sais plus quelle est la fiche exactement, faut que j'essaie de retrouver ça rapido. Je crois que c'est 8-5 pour Miami alors que New England est à 6-7. Donc on va dire que les deux équipes ont toujours un espoir de se qualifier en play-off, beaucoup plus hypothétique pour les Pats, notamment depuis leur défaite face à Los Angeles, notamment de par ce qu'on expliquait tout à l'heure avec une conférence américaine extrêmement relevée. Pour Miami, il y a un peu plus d'espoir, mais on remarque quand même que ces dernières semaines, c'est un peu plus compliqué. Alors, ils sortent d'une défaite contre Kansas City à la maison, ce qui est tout sauf déshonorant, où ils ont quand même réussi, je trouve, à poser quelques problèmes à cette équipe des Chiefs, en interceptant notamment 3 fois Patrick Mahomes, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Après, c'est vrai que depuis le déplacement notamment à Denver et depuis leur défaite surprise chez les Broncos, ça a l'air de coincer un peu plus. Et forcément, ça coïncide un petit peu avec les points d'interrogation qui sont forcément à mettre en avant sur la saison rookie de Tua Tagovailoa, qui déshonore pas loin de là, mais qui reste un joueur de première année et qui impressionne pas forcément encore autant que ses deux concurrents du premier tour d'avril dernier, à savoir Joe Burrow et surtout Justin Herbert. Faudra sûrement s'attendre quand même à un duel assez défensif dans cette partie. On a deux équipes qui se ressemblent beaucoup, avec 2 points forts. Je parlais de la défense, on a notamment les 2 meilleurs intercepteurs de la ligue, puisque Xavier Howard, il me semble, on est à 9 interceptions depuis le début de la saison. Et JC Jackson doit être juste derrière à 7. Donc c'est vraiment pas un match où il faudra se louper dans le domaine aérien. Et c'est là, en l'occurrence, où je m'interroge un peu pour les Pats, qu'on sait extrêmement dominateur depuis le début de la saison sur le jeu à la course. Par contre, dans le domaine aérien, oui, il y a 2 ou 3 matchs où Newton a été capable de trouver ses receveurs et d'aligner des bonnes fiches de stats. Mais c'est vrai que j'ai toujours cette tendance à le trouver un peu beaucoup plus lent en termes d'exécution. Et c'est vrai que face à cette défense de Miami, qui encore une fois est capable de faire gagner quasiment à elle seule sa formation, ça peut être quelque chose d'un petit peu problématique. Avec une O-line qui a été en plus, je trouve, assez bien reconstruite malgré les petits pépins physiques tout au long de la saison, mais ça reste quand même une O-line relativement expérimentale, si je peux parler ainsi, ou en tout cas relativement jeune. Et c'est vrai que tout ça mis bout à bout, ça pourrait offensivement poser des problèmes à New England. On rappelle qu'ils sortent d'un match où ils ont marqué que 3 points, je crois, face à Los Angeles, avec justement un pick six qui a été assez fatal à Newton et à New England au moment où il y avait possibilité de récupérer un certain momentum. Donc voilà, c'est en l'occurrence ce qui m'incite à aller plutôt vers Miami. Tout me rassure pas offensivement, notamment sur le jeu au sol du côté des Dolphins, où je parlais de jeunesse du côté des Pats. C'est compliqué de pas parler d'un léger déficit d'expérience par rapport à d'autres équipes du côté de la Floride, mais en tout cas, ils sont quand même sur une certaine dynamique. Ils ont encore une fois cette aptitude à mettre de la pression de la part de certains linemen, de la part d'Emmanuel Ogba, de la part de Jerome Baker, notamment, qu'on voit capable de blitzer assez régulièrement. Et encore une fois, ça me paraît quand même... Je m'attends pas à un florilège de points. Je pense qu'on restera peut-être à moins d'une cinquantaine sur cette partie. Je serais tout sauf surpris en l'occurrence, mais je vois bien Miami prendre sa revanche par rapport au match aller et sa défaite notamment concédée en ouverture de la saison du côté de Foxborough, et continuer de croire à cette qualification en play-off, même si là encore il va pas y avoir un calendrier totalement simple, puisqu'ils vont avoir Buffalo à domicile et Las Vegas à l'extérieur, donc il y a quand même mieux pour concrétiser, mais en tout cas ils peuvent se laisser toutes les chances, remettre un petit peu Tagovailoa dans le bon rythme, et en même temps voilà, se venger plus ou moins, même si bon, c'est pas un match qui effacera plus de 2 décennies de difficultés face aux Pats, mais en tout cas de se venger quelque peu en sortant New England de la course au playoff. Oui, il va falloir gagner un paquet de matchs là pour rééquilibrer le niveau. Merci à tous d'avoir participé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour les pronostics de Noël. Bye bye à tous et bonne semaine NFL. Allez.